La Facture, émission 616. Aujourd'hui, la mérule pleureuse, le champignon qui peut détruire votre maison. Une étude garantit la solidité du sol, mais la maison s'affaisse quand même. Aussi, faire déverrouiller un téléphone cellulaire, une opération qui cache des surprises. Bonsoir, bienvenue à La Facture, votre première maison. Un gros investissement que vous êtes content d'avoir fait parce que d'ici quelques mois, vous deviendrez une famille. Mais dans la maison de vos rêves se cache une véritable bombe à retardement. Le nom de cette bombe, la mérule pleureuse. Un champignon tellement dévastateur qu'il peut vous mettre à la porte de votre propre demeure en quelques mois seulement. Pénétrer dans le ventre de la bête, redoutable, sournois. Ce champignon donne des sueurs froides, une vie qui s'effrite, une maison à démolir. Quand moi j'ai acheté cette résidence-là en 2011, j'étais encore un jeune étudiant. On est comme un peu tombé sur un numéro malchanceux, là. Parce qu'on considère vraiment maintenant notre maison comme étant une plaie. Là. On est passé du rêve d'habiter sur le bord d'un lac à un désastre et une horreur là, dans notre vie, autant financier que psychologique. Maxime Boivin n'oubliera jamais son face-à-face avec la mérule pleureuse. On la surnomme le cancer du bâtiment. C'est un champignon dévastateur qui peut détruire complètement une maison. Ça s'est vraiment développé de façon très rapide. Oui, très rapide. L'évolution en une période de 3 mois, là, de juin 2014 à septembre 2014. On pourrait le faire sur pieux vissé. Il a découvert la mérule pleureuse en planifiant des travaux dans sa maison de Saint-Marcelin, près de Rimouski. Sa conjointe et lui préparaient la venue de leur premier enfant. Depuis juin 2014, il frappe à toutes les portes pour obtenir de l'aide. Lorsque le champignon se développe, il s'attaque au bois, il dégrade le bois et le bois perd de son intégrité. Le biochimiste Patrick Champagne connaît bien la mérule pleureuse. Anciennement, on pouvait dire qu'on avait peut-être 1 ou 2 dossiers par année. Maintenant, on en a environ 1 ou 2 par mois. Donc, il y a une progression qui est très importante. Répandue en Europe, la mérule se propage rapidement au Québec. Montréal, Masquinongé, Trois-Rivières, Montmagny. Ce soir, au téléjournal Mauricie, la maison contaminée à la mérule pleureuse est démolie. La maison de 155 ans était contaminée aux mérules pleureuses, des champignons extrêmement toxiques. La liste est de plus en plus longue. C'est inquiétant, cette évolution-là? Oui, je trouve que c'est un point qui est préoccupant, étant donné que souvent, ça se développe dans des sous-bâtiments, des endroits où les propriétaires vont pas nécessairement aller faire des visites régulièrement. Patrick Champagne est parti de Laval pour venir jusqu'ici inspecter la maison. Nous voulions savoir pourquoi ce cancer du bâtiment a frappé ici avec une telle violence. En fait, la mérule, c'est le champignon le plus dévastateur pour la structure d'un bâtiment. Ce qu'on voit, c'est le voile blanchâtre et on commence à avoir une sporulation jaunâtre qui se développe. Il nous confirme que c'est bien la mérule pleureuse qui ravage ce vide sanitaire. Elle y a trouvé les conditions idéales. Noirceur, humidité et manque de ventilation. Dans un premier temps, il y a une spore qui se dépose, les ifs se forment. Éventuellement, lorsque les ifs se croisent, la mérule va commencer son développement. À maturité, on voit vraiment un champignon qui a la ressemblance d'une crêpe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est soit un matériau qui a été introduit qui contenait des spores, soit que c'est des spores qui sont entrés par ce simple courant d'air, ou encore quelqu'un qui avait des spores sur lui ou un animal ou quelconque phénomène, donc introduire des spores à l'intérieur. Maxime Boivin assure qu'il n'a pas vu de traces de mérule quand il a acheté sa maison. Mais il a dû installer des trappes d'aération, comme l'avait suggéré son inspecteur pré-achat. Il y avait un petit endroit où on avait quelques traces de moisissure, de picots de moisissure. Et lui, qu'est-ce qu'il recommandait? C'était simplement d'aérer le vide sanitaire. Quand ils ont reçu le verdict de mérule pleureuse, ils ont évacué leur maison rapidement. La sage-femme de Marie-Hélène Cochon le lui a fortement recommandé. Moi, vite, faut que j'évacue la résidence, c'est dangereux pour le bébé. Mais
On présume que, parce qu'on le sait pas, il y a d'autres moisissures, généralement, qui viennent avec la mérule. Tout ça, c'est un cocktail qui peut être nocif. Moi, de mon côté, ça faisait 3 années où j'étais excessivement malade. Pneumonie, bronchite, sinusite. Même mon chien était malade. Les spores de mérule peuvent être allergènes lorsqu'elles sont présentes en très forte quantité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a vraiment un micro-système qui permet le développement de plein de formes de moisissures. Les moisissures, elles, peuvent éventuellement être toxiques. Leur vie s'écroule. Ils ont appris qu'ils ne pourront jamais retourner vivre dans leur maison. La décontamination coûterait tellement cher qu'il faudra la démolir. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Ben, je pense que la première semaine, tu réalises pas l'ampleur de la chose. Là. Puis après ça, ben là, tu te rends compte que c'est une situation qui va te suivre pendant 10-20 ans. Leur assureur a refusé de les indemniser pour cause d'exclusion. Maxime Boivin a envoyé des mises en demeure à son inspecteur pré-achat et à l'ancien propriétaire. Les gens se contredisent aussi, se disent non responsables. Donc, mais moi, j'ai quand même acheté une maison qui était clé en main, facture à l'appui, avec des fondations neuves. On expertise beaucoup pour être certain que l'acheteur n'aurait pas pu lui-même créer l'éveil du monstre. Jocelyn Morancy est un des rares avocats au Québec à avoir représenté des propriétaires victimes de la mérule. Le problème, c'est soit de dater ou de démontrer que, par une preuve circonstancielle, qu'on n'a pas pu nous-mêmes créer l'apparition du germe ou des spores par l'utilisation qu'on a fait de la maison depuis qu'on l'a acheté. Parce qu'on n'a fait aucun travaux. Jocelyn Morancy cherche à déterminer quand le champignon s'est développé dans une maison. La jurisprudence l'a déjà reconnu, d'ailleurs, dans le passé. La présence d'un germe qui se manifeste beaucoup plus tard, c'est un vice caché. Si c'est un vice caché, l'ancien propriétaire en est responsable. Maxime Boivin sait que cela lui coûtera très cher s'il demande aux tribunaux de trancher. Il est étudiant au doctorat et cette histoire compromet son avenir. Il demande au gouvernement du Québec de l'aider. Nous, on se considère comme étant sinistrés. On ne peut plus habiter notre résidence. On a été transférés d'un ministère à l'autre et personne ne nous a offert une aide quelconque, mis à part le ministère de la Santé qui nous proposait de l'aide psychologique. En inspectant le vide sanitaire, nous identifions un problème important. Ces cages de bois sur lesquelles repose la maison. Ici, ce qu'on voit, c'est que les cages de bois sont déposées au sol. Le sol est saturé en eau, ce qui fait en sorte que les cages de bois vont capter l'eau. Lorsque le bois atteint ce qu'on appelle un certain taux de moiteur, il va permettre le développement des microbes. C'est l'ancien propriétaire qui a fait installer ces cages par un entrepreneur de la région. En plus, l'isolant posé ici empêche le bois de sécher. Si on avait fait les travaux différemment, dans le but d'avoir un environnement qui est beaucoup plus sec, qui est moins humide, il n'y aurait pas eu le développement fongique qu'on voit là et éventuellement, on n'aurait probablement pas eu les conditions qui favorisent le développement de la mérule. Nous avons joint au téléphone l'entrepreneur qui a installé ces cages de bois. Il nous a expliqué qu'il a toujours procédé de cette façon. L'ancien propriétaire, lui, a rejeté toute responsabilité. Maxime Boivin reste bien seul avec son problème. Les banques ou les caisses ne veulent pas nous accorder une nouvelle hypothèque étant donné que j'ai l'ancienne hypothèque sur la résidence. Donc, c'est très coûteux en termes de démolition, de gestion des matériaux contaminés. Le gouvernement lui complique la vie en refusant qu'il brûle sa maison pour éviter que la mérule ne se propage. Il doit prendre des mesures exceptionnelles pour la démolir et cela lui coûterait 50 000 $. Nous, c'est la faillite très bientôt si on n'a aucune aide gouvernementale ou autre. Le sourire d'Anaève est un puissant stimulant pour affronter le cancer du bâtiment. Mais l'angoisse est toujours là. Quand les experts te disent que te conseillent de remettre les clés, puis il n'y a pas de... Que eux te suggèrent de remettre les clés, mais même la banque ne veut pas les clés. Tu fais quoi? Maxime Boivin et sa conjointe doivent maintenant payer pour 2 maisons. Évacués de leur demeure, ils ont dû en louer une autre et doivent continuer de payer pour leur maison infestée. Ils veulent à tout prix
éviter la faillite. Il continue de frapper à toutes les portes dans l'espoir d'obtenir 100 000 $ pour démolir et reconstruire. Après la pause, une étude de sol qui ne valait pas grand-chose. Vu qu'ils m'ont garanti ça, j'ai acheté. Mais j'aurais pas dû. Parce que là, je suis mal pris. On met une bille, puis notre chère petite bille s'en va directement vers l'avant. Combien de fois à la facture vous a-t-on dit de prendre vos précautions avant de réaliser un investissement important? Faire inspecter une maison avant de l'acheter, c'est non seulement élémentaire, mais ça vous permet d'avoir un dossier solide en cours si jamais les choses devaient se rendre jusque-là. Dans l'histoire qui suit, l'acheteur d'une maison a fait tout ça. Sauf que... Vous êtes de jeunes parents. Vous cherchez une propriété abordable, pas très loin de Montréal. Bienvenue à Saint-Amable. Mais attention au sol d'argile, parce que votre maison peut s'affaisser lentement, même si vous avez fait tester le sol avant d'acheter. C'est pas vrai qu'une grosse compagnie comme ça va faire des tests, puis après ça, ils vont dropper le monde comme si c'était rien, tu sais, qu'on nous laisse à rien. Nous sommes en 2006. André Brodeur et sa femme décident de s'établir à Saint-Amable, une ville de la Montérégie de 12 000 habitants. La ville était très bien située. Puis de deux, j'avais trouvé la maison qui nous convenait. Les Brodeur achètent donc cette grande maison construite en 2003. Mais avant d'acheter, les futurs propriétaires veulent savoir si le sol argileux peut soutenir une maison aussi lourde. C'est ma condition d'achat. Ça me prend un test de sol. Si le test est négatif, je jette pas. Puis si c'est positif, je jette. Son courtier immobilier commande donc une expertise géotechnique chez Technisol qui s'appelle aujourd'hui LVM. Vu qu'ils m'ont garanti ça, j'ai acheté. J'ai acheté. Mais j'aurais pas dû. Parce que là, je suis mal pris. On met une bille, puis notre chère petite bille s'en va directement vers l'avant. Puis elle s'en va rapidement. La pente est assez évidente. Les dommages qu'entraîne l'affaissement de la maison sont considérables. Des portes ferment toutes seules, d'autres ne ferment plus, l'escalier travaille, le bois se déforme, plus rien n'est au niveau et la détérioration des murs s'accentue. C'est un des endroits le plus accessible qu'on voit, le dégât. Là. Le cadrage est craqué, le joint, là. Même, vous avez la feuille en haut au plafond, qui a une grosse craque de bord en bord. Là. Il y a des indices qui portent à croire que la maison se détériore. Pierre Gosselin est ingénieur conseil. Il évalue les dégâts chez les Brodeur depuis 2011. Quand j'ai passé en 2013, il y avait des fissures qui n'étaient pas présentes. Là, ils ont apparu. Il y a encore des déformations dans le plancher qui apparaissent encore plus. Alors, c'est un processus qui est très, très lent, mais c'est un processus qui a lieu dans les 10 à 15 premières années. En 2011, M. Gosselin a constaté un degré d'affaissement d'environ 1 pouce. En 2013, la dénivellation atteignait 2 pouces. Que nous réserve 2015? On voit la mesure est à 41 pouces. Quand on fait juste la lecture qui est ici, vous savez, là, on est déjà rendu à 39,5. Alors, on a déjà 1,5 pouce de tassement différentiel sur une longueur d'environ 8 pieds. 8 pieds maximum? La norme, on dépasse la norme déjà là. La maison des Brodeur aurait perdu un autre demi-pouce. Cela signifie un affaissement total de 2,5 pouces. Dans un cas semblable, pieuter devient l'unique façon de résoudre le problème. Ce demi-pouce-là a tellement d'influence sur la structure qui fait qu'à un moment donné, la structure, elle résiste, et puis à un moment donné, elle commence à casser. L'étude de sol effectuée en 2006 sur la propriété des Brodeur prévoyait un risque d'affaissement maximal de 25 mm ou 1 pouce. En conclusion, ça dit que la capacité portante s'avère suffisante pour supporter les charges structurales.
Fait que ça veut dire, c'est souligné en noir, ça veut dire que ils me garantissent que c'est 100% que le sol, ça ne s'affaissera pas. Claude Courseul est un avocat expert en immobilier et en construction. Nous lui avons demandé d'interpréter la conclusion du rapport de Technisol. C'est une opinion professionnelle, de ce que j'en comprends. Par conséquent, l'individu ou l'entreprise qui signe une opinion semblable engage sa responsabilité professionnelle face à son client. Mais la compagnie Technisol, aujourd'hui LVM, ne l'entend pas ainsi. Elle refuse de payer la totalité du pieutage de la Maison des Brodeurs, qui s'élève à plus de 50 000 $. Bien, moi, je considère, avec le test que j'ai, que c'est LVM devrait être responsable à 100 % parce que c'est des professionnels. On s'est fié entièrement sur eux autres. Selon M. Brodeur, LVM a offert en 2013 de payer une partie des frais de pieutage, 10 000 $ seulement. Toujours selon lui, LVM voulait partager la facture avec l'ancien propriétaire, le propriétaire actuel et son courtier immobilier. J'ai de la misère à comprendre la réponse suivant laquelle il y aurait 4 responsables et que l'on nomme là-dedans les propriétaires tant actuels que passés et même en ce qui a trait au courtier immobilier. Personnellement, je trouve ça absurde. Robert Binet est courtier immobilier. C'est son bureau qui a supervisé l'achat de la Maison des Brodeurs en 2006. M. Binet se dégage de toute responsabilité. Pour moi, c'est logique. Si vous engagez des professionnels pour analyser la situation, c'est pour justement pas avoir ce problème-là. Alors, si vous engagez, vous êtes responsable d'eux, à ce moment-là, pourquoi qu'on les engage? Nous avons demandé une entrevue à la caméra chez LVM. Les dirigeants ont refusé. Ils précisent cependant que des discussions ont cours avec le client. On est pris avec notre maison. Il faut rester prisonnier à Saint-Amable, autrement dit, là, tant qu'on ne règle pas ce problème-là. Chose certaine, la Maison des Brodeurs a perdu de la valeur. Et sa revente s'annonce très difficile si elle n'est pas pieuté. La facture, vous l'avez entendu, avait pris contact avec la compagnie LVM, anciennement Technisol, qui avait réalisé cette étude de sol. Notre intervention a-t-elle provoqué une nouvelle réflexion au sein de cette entreprise? Toujours est-il que le 8 mai dernier, M. Brodeur a encaissé un chèque de 50 000 $ émis par LVM pour le pieutage de sa maison. Les travaux ont été effectués début juin. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous faites le ménage de votre pharmacie et vous y trouvez plusieurs boîtes de médicaments périmés. Vous ne voulez pas les jeter à la toilette ni à la poubelle. Vous les ramenez à votre pharmacien qui refuse de les accepter. Alors, vrai ou faux, un pharmacien n'a pas l'obligation de reprendre vos médicaments périmés. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, un pharmacien n'a pas l'obligation de reprendre vos médicaments périmés. Faux. Le Code de déontologie des pharmaciens les oblige à récupérer vos médicaments périmés. Mais attention, vous devez le faire à titre personnel et non pas, par exemple, pour le compte d'une clinique. Et la quantité de médicaments que vous ramenez doit être raisonnable. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Nos téléphones cellulaires, que ferions-nous sans eux? Mais avouez que parfois, on en a marre. Surtout quand des frais dont on n'a jamais entendu parler sortent d'on ne sait trop où. Des frais qui ont la fâcheuse habitude d'apparaître quand nous changeons de compagnie. Antoine vient de se payer un iPhone 6. Il a encore son vieux iPhone 5, dont le contrat est terminé et dont il a payé tous les frais. Antoine décide de le donner à son amie Geneviève, qui en rêve depuis longtemps.
Toute heureuse, Geneviève s'empresse de se rendre chez Vidéotron pour faire activer son iPhone 5. Rendue là, mauvaise surprise. On lui dit qu'elle doit d'abord aller chez Rogers pour faire déverrouiller son iPhone. Et pour ce déverrouillage, Rogers exige 50 $ plus taxes. Antoine et Geneviève n'en reviennent pas. Encore des frais? Pourtant, le téléphone avait été complètement payé par Antoine. Rien n'interdit à un fournisseur de services cellulaires de verrouiller un appareil, c'est-à-dire de le configurer en fonction de son propre réseau. Il doit cependant le déverrouiller à votre demande sous certaines conditions. Et il a le droit de réclamer des frais pour le déverrouillage. Cependant, ces frais doivent être inscrits dans le contrat. Les Bell, TELUS, Rogers et Vidéotron de ce monde exigent tous des frais de déverrouillage. Le fin mot de l'histoire, les fournisseurs de services cellulaires veulent tellement votre bien que même une fois votre contrat terminé et vos frais payés, ils restent attachés à vous. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Pembroke ou à Rimouski, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Chio payé, jamais livré. Ils savent pas le tort que ça peut faire. À notre tour de piéger les fraudeurs. Il laisse automatiquement une trace avec son adresse Internet. Avec cette adresse Internet, on peut récupérer la provenance, le pays et même la ville en règle générale. Incursion dans l'une des capitales de l'arnaque. Est-ce que tu penses à la personne qui est à l'autre bout? Franchement, non.